Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, la petite émission qui monte et qui ne connaît pas la crise. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la crise financière. En est-on sorti ? Peut-on avoir la même chose qu'en 2008 aujourd'hui ? Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cash. Au sommaire, cette semaine, vous l'avez dit Olivier, on va parler de la bourse et on va revenir sur la crise financière de 2008. Comment a-t-elle changé notre monde ? A-t-elle fait évoluer la finance ? Un nouveau krach boursier est-il envisageable ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine. Mais d'abord, pour rappel, cette crise financière de 2008, elle a débuté par la faillite dans la nuit du 14 au 15 septembre de la banque Lehman Brothers aux États-Unis. L'établissement s'en est tiré avec une ardoise de 691 milliards de dollars et a laissé 25 000 employés sur le tapis. C'est la plus grosse faillite de l'histoire américaine. Dans la foulée à Wall Street, le Dow Jones a plongé de 500 points. Cette crise, elle a débuté en 2007 par les subprimes, ces prêts immobiliers accordés à partir des années 2000 à des ménages américains qui ne remplissaient pas les conditions pour souscrire un emprunt immobilier classique. Olivier, pour que l'on comprenne bien le début de cette crise, en fait, c'est 2007 et donc c'est les subprimes. En fait, c'est même un petit peu plus tôt que ça. C'est fin 2006, début 2007. Les États-Unis entrent en récession, en fait. Commencent déjà à baisser, les marges des entreprises commencent à baisser, donc il y a déjà des alertes. Février 2007, vous avez deux boîtes de financement immobilière qui sautent. À ce moment-là, tout le monde, beaucoup d'économistes disent « oui, mais enfin, c'est pas grave », etc. Sauf qu'ils ne s'étaient pas rendus compte à ce moment-là que les subprimes avaient été mis dans à peu près tous les produits financiers qui existaient alors pour essayer de les booster un petit peu au niveau rendement et que sous une idée que de toute façon on allait en dispatcher un petit peu partout et que ce qui était bon allait combler le trou qu'allaient faire ces subprimes dont on savait pertinemment qu'ils ne seraient jamais remboursés. Mais pas de bol, ça ne se passe jamais comme prévu en bourse. On s'est aperçu que ça ne suffisait pas à compenser, les bons produits ne suffisaient pas à compenser les mauvais, et c'est parti à ce moment-là avec une grave crise. Mais finalement, ce n'est pas tellement les subprimes qui ont déclenché la crise. On était en récession début 2008 et les subprimes n'ont fait qu'aggraver la crise. Après la faillite de la banque. Et alors, il y a eu d'abord Bear Bull qui a fait faillite. Ça, c'était en début d'année 2008. Et puis les marchés sont remontés en faisant l'impasse totale sur la récession et deux, sur cette faillite et sur les problèmes immobiliers. Et puis, il a fallu attendre septembre, octobre pour avoir la deuxième alerte, qui est Lehman Brothers, et qui a fait faillite. Et à ce moment-là, pour le coup, on a pris en compte ce qui, normalement, aurait dû être pris en compte dès le début de l'année 2008. Alors aujourd'hui, du coup, on en est où ? Quand est-ce qu'on est sorti de cette crise exactement ? On n'en est en fait jamais sorti. C'est-à-dire que les banques centrales sont intervenues massivement pour essayer de faire repartir tout ça. Elles ont bien fait repartir les bourses. Ça, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Mais en revanche, en ce qui concerne l'économie, c'est quand même beaucoup plus douteux. Et donc, alors après, on s'est dit, ça va être super parce que finalement, les banques vont faire en sorte qu'il n'y ait pas une autre crise qui ressemble à 2008. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, à mon sens, est bien pire que celle de 2008. Alors Olivier, justement, un nouveau krach boursier est-il envisageable ? Antoine Vassas s'est posé la question dans son tiroir cash. Cette semaine, dans le tiroir cash, on a décidé de vous faire peur. Et si après l'énorme krach de 2008, une nouvelle catastrophe bancaire se produisait d'ici 2020 ? Attention, on ne vous menace pas dans le vent, on s'appuie sur la thèse assez fataliste de deux économistes renommés. L'ancien numéro 2 de Wall Street, Georges Huegeux, lui part du principe que l'endettement des États entraînera de manière inéluctable
Une nouvelle crise financière. La dette mondiale globale, publique et privée, s'élevait en 2017 à 180 000 milliards de dollars, soit 86 000 dollars par habitant. Les piliers économiques que sont les États-Unis et la Chine avaient respectivement plus de 50 000 et plus de 30 000 milliards de dollars de dette. Ainsi, en cas de forte hausse des taux d'intérêt, tous les États endettés auraient de plus en plus de mal à se refinancer, ce qui pourrait entraîner la chute du système. Et ce n'est pas tout. Prenons maintenant Nouriel Roubini, célèbre économiste américain surnommé Dr Doom en raison de son pessimisme. Lui aussi avance une énorme crise à venir qui serait due selon lui à plusieurs facteurs: prix du pétrole au plus haut, ralentissement de la croissance chinoise, déficit budgétaire et politique monétaire impuissante, bref des indicateurs qui sentent mauvais. Et après pareille prévision, on se demande si le monde pourra vraiment éviter une nouvelle catastrophe bancaire. Et toi, t'en penses quoi, Olivier ? Alors Olivier ? Non, parce que je vous dis, les banques finalement n'ont pas nettoyé ce qu'elles auraient dû nettoyer. Aujourd'hui, elles ont des effets de levier qui sont encore gigantesques. Qu'est-ce qu'elles auraient dû nettoyer, ces banques ? Ce qu'on aurait dû faire, c'est simplement séparer l'activité de marché et l'activité bancaire pure, c'est-à-dire revenir à ce qu'on a appelé le Glass-Steagall Act, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, elles ont continué à jouer sur les marchés financiers avec des leviers énormes. Et donc, on sait très bien, enfin, c'est une question de probabilité, on sait très bien qu'il y a un moment où il va y avoir un souci. Or, on le voit déjà. Parce que si réellement les banques s'étaient remises en ordre, eh bien leur cours boursier ne serait pas celui de maintenant. Vous avez depuis 2008 des banques qui n'ont jamais cessé de baisser en termes de cours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand vous avez pendant des années un cours de bourse qui baisse, c'est jamais par hasard. Donc ça veut dire qu'il y a des loups dans les banques, que récemment Monsieur Draghi a d'ailleurs relancé des LTRO. Les LTRO, c'est purement d'apporter des liquidités à des banques qui se méfient entre elles et qui ne veulent pas se prêter. Donc ça veut dire quoi ? Si vous mettez des LTRO, ça veut dire que les banques sont mal. Qu'est-ce que c'est LTRO ? Les LTRO, c'est un système, si vous voulez, c'est comme un système interne bancaire qui permet d'apporter des liquidités et donc de chanter, si vous voulez, le marché interbancaire. Les banques ne se prêtent plus entre elles parce qu'elles pensent que celle d'en face est quand même douteuse, et donc la BCE se met au milieu de ça et prête à ces banques qui n'arrivent pas à trouver des capitaux sur les marchés interbancaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques vont mal et que M. Draghi a beau essayer d'expliquer que tout va bien, mais si tout allait bien, il n'aurait pas besoin de faire de LTRO. Allez Olivier, on va voir si Jean-Marc Daniel est d'accord avec vous. Il est notre invité cette semaine, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bienvenue dans C'est Cash. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on revienne sur les propos d'Olivier tout à l'heure qui nous disait qu'on n'était pas vraiment sorti de cette crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui et non. C'est-à-dire, je pense que ce qui est important dans ce qui se passe en économie, c'est non seulement les aspects financiers, mais aussi les aspects de ce qu'on appelle l'économie réelle, la croissance, l'évolution du chômage. Et donc, cette économie réelle, elle est assez cyclique, avec des périodes d'accélération et puis des périodes de ralentissement. Et là où je rejoins ce qui a été dit dans la première partie de l'émission, c'est qu'on est à l'aube d'un ralentissement économique assez net, assez marqué. Ça a commencé, il y a 2 ans, le taux de croissance en France était à 2,1, 2,2%. Et là, on sera à 1,3, 1,4%. Et ces ralentissements, ces récessions interviennent donc de façon cyclique, assez régulière. Il y en a eu le plus important, le plus significatif, c'était 1975. Et puis ensuite, il y en a eu 1982, 1993, qui a été aussi assez violent, 2001, 2002 et 2008, 2009, qui a été de la même nature que 1975. Mais les gens qui ont connu 1975 ont connu une crise tout aussi violente que celle qu'il y a eu en 2008, 2009. Donc vous avez ces mécanismes qui reviennent. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est que la tendance
tendance de long terme, et c'est ça qu'on pourrait appeler la crise, la croissance moyenne, durable, la tendance, elle n'arrête pas de baisser. C'est-à-dire qu'en 75, on plongeait, mais sur une croissance moyenne qui était aux alentours de 4,5-5%. Là, on plonge avec une tendance moyenne qui est aux alentours de 1,5 à 2% dans les pays du G7. Et le facteur déterminant pour moi, c'est moins la finance que l'absence de gain de productivité. Alors, nous avons un haut conseil de la productivité en France. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe et la réponse a été c'est une énigme. Donc la réponse n'est pas très concrète et pas très pratique à mettre en œuvre. La productivité baisse, l'efficacité de l'appareil productif s'érode et les dirigeants... On ne sait pas pourquoi en gros. Et on ne sait pas pourquoi. Et on n'arrête pas de parler de disruption, de technologies nouvelles, de rupture technologique. Et sur le terrain, mais on ne voit pas les conséquences positives de cette disruption. Et donc là, je crois qu'il y a un véritable enjeu. Alors après, sur le plan des éléments qui sont aggravants, la finance joue un rôle. Et puis, on a parlé avec ce que disait Nouriel Roubini, le prix du pétrole aussi. C'est-à-dire que les grandes plongées, notamment 2008, 2009 et 75, étaient associées à une hausse du prix du pétrole significative. On a beaucoup accusé la BCE de l'époque, c'était Jean-Claude Trichet en 2008, d'avoir monté ses taux au début de l'été 2008, alors qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs de ralentissement. On était avant Lehman Brothers. Et la BCE de l'époque disait, écoutez, mais il y a de l'inflation. Et pourquoi il y avait de l'inflation? Parce que le prix du pétrole augmentait de façon, on était monté à un peu plus de $120 le baril. Là, en ce moment, on est plutôt dans une phase de stagnation du prix du pétrole, à un niveau moyen, mais c'est plutôt une phase de stagnation du prix du pétrole. Olivier ? Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire cyclique. Justement, en 2008-2009, les banques centrales ont voulu briser ce cycle, c'est-à-dire empêcher finalement la récession. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Alors, il y a eu une récession en 2008-2009, mais je pense qu'on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Et le problème, il est là maintenant. C'est-à-dire quels sont les moyens supplémentaires face à une crise? Il n'y en a pas. Les taux sont déjà à zéro. Les banques centrales délivrent de l'argent comme on n'en a jamais vu. Et donc, finalement, il n'y a plus rien. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus d'effet de levier. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui diffère des autres crises, puisque les autres crises, on avait des taux qui étaient remontés et à ce moment-là, la Banque centrale pilotait réellement le cycle. En contractant le crédit au moment de la surchauffe. Mais là, on est loin de la surchauffe. On ne l'a pas vu, la surchauffe. Hein. Et donc, la seule croissance, finalement, qu'on ait eue, c'est en effet une croissance de la dette phénoménale et qui a permis de dégager petite croissance aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, depuis 2008-2009. Mais finalement, c'est une fausse croissance. Et donc, ce qui est amusant, c'est les seules... Alors, croissance de la dette et puis croissance des marchés. Avec des marchés qui sont remontés de façon phénoménale, alors qu'il n'y a rien, au final. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui de voir des gens qui vous achètent en même temps de l'or, des bitcoins, en même temps les taux d'intérêt, les obligues, et en même temps des actions. Et ça gêne personne. Et on est là face à une espèce de déversement de liquidités phénoménal, avec des gens qui se disent, finalement, les banques centrales délivrent quand on leur demande, et donc on est protégé, et on a les banques centrales derrière nous. Et on est en train de refaire, finalement, la même erreur qu'on a refait après le commencement des quantitative easing, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je risque? Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'augmentation des résultats, mais on s'en fiche, parce que de toute façon, on a des banques centrales qui vont payer derrière nous et qui vont emmener le marché, on ne sait pas où, mais plus haut. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Olivier. Là où je suis assez d'accord, c'est que les banques centrales ont essayé d'effacer le cycle. Je pense même que c'est celui de 2001 qu'elles ont essayé d'effacer, parce qu'en 2001, il y avait une composante politique. Quand l'économie américaine s'est mise à ralentir, c'était juste au moment des attentats du 11 septembre. Et je pense que sur un plan politique, il était inacceptable pour les autorités américaines de l'époque que l'on puisse associer le ralentissement de l'économie américaine aux attentats. Il fallait déconnecter les deux, il fallait montrer que l'économie américaine n'était
n'était pas en ralentissement, même si le ralentissement était dans le pipe et était indépendant de ce qui se passait sur le plan des attentats. À partir de là, on est arrivé à un moment où effectivement la politique monétaire n'est plus en capacité de répondre. Je pense que les banques centrales, c'est une espèce de gourou. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont s'expriment les banquiers centraux. C'est-à-dire, Olivier a parlé de LTRO, vous avez demandé qu'est-ce que c'est. Quand le gouvernement vous dit j'augmente les impôts, ça vous comprenez. Quand le banquier central dit je vais relancer le programme LTRO, vous ne comprenez pas. Donc il y a une espèce de transformation du discours économique au travers du banquier central qui est dans le mystère. La formule ultime, c'était la formule de Greenspan. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc il y a une façon de transformation en pensée magique. Et une pensée magique, c'est un échec, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire que s'il y avait une nouvelle crise, par exemple, les banques centrales aujourd'hui... continuera à se réfugier dans un discours totalement abscon, mais serait incapable de répondre. Qui peut répondre? Alors là aussi, les États, je crois qu'il y a une des grandes déceptions de la fin des années 90 et des années 2000, c'est que la politique budgétaire elle-même est dans l'incapacité de répondre. C'est-à-dire qu'on a creusé les dettes publiques, on a accumulé de la dette publique. La Banque centrale, finalement, son seul rôle maintenant, c'est de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible en réduisant systématiquement les taux d'intérêt pour que la charge de la dette ne soit pas à la hauteur de ce gonflement spectaculaire des dettes auquel on a assisté. Mais le résultat n'est pas là sur le terrain. Et moi, je pense que le véritable enjeu, et c'est un peu le message de ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui marche dans ce que fait Trump? C'est les baisses d'impôts. C'est-à-dire, d'une certaine façon, en baissant les impôts, en redonnant au secteur privé les moyens d'exister et les moyens de digérer, d'organiser sa réponse au cycle. Mais les outils de politique économique traditionnelle sont de moins en moins efficaces et commencent à devenir effectivement nuisibles. C'est le problème du médecin. Il y a un moment où son but, au début, c'est de soigner, puis ensuite on lui dit le premier, c'est de ne pas nuire, et on est arrivé au moment où même ce but-là est en train de ne pas être rempli. Ça veut dire que si demain, par exemple, il y avait un nouveau krach boursier, la situation par rapport à 2008, elle serait pire? Il y aurait deux choses. La bourse baisserait. Bon, la bourse avait baissé en 2008. Si je prends le CAC 40, on était descendu jusqu'aux alentours de 3000, 3200. Maintenant, on est vers 5500. On est reparti. Mais on peut, dans ces cas-là, pour l'épargnant qui détient le grand conseil, c'est toujours soyez patient. Ça a baissé, c'est cyclique. Il faut attendre que ça remonte. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est là, je rejoins un des propos d'Olivier, c'est que les épargnants qui ont vu tous ces actifs s'accroître commencent à se poser que cette impuissance des acteurs traditionnels de la politique économique fait que ce qui va revenir en avant, c'est le secteur privé et la monnaie historique, la monnaie mondiale, la monnaie de tous les temps, c'est-à-dire l'or. Et on assiste à une espèce de flambée sur le marché de l'or. Que pourraient faire, encore une fois, les banquiers centraux? C'est maintenir des taux d'intérêt très bas pour que les États puissent de nouveau recommencer à remettre de la demande dans le circuit, recommencer à accepter du déficit budgétaire. Et je maintiens, le seul élément, à mon avis, qui serait efficace, c'est de baisser les impôts des entreprises. C'est-à-dire la force de Donald Trump, c'est d'avoir baissé les impôts des entreprises. La faiblesse de l'Europe, et singulièrement de la France et de l'Italie, c'est de maintenir une pression fiscale sur ce créateur de richesse qu'est l'entreprise, qui rend l'incapacité de se redéployer et de répondre en termes d'investissement et en termes de réponse au choc. Oui, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à mon avis, dans le mécanisme de Trump. Hein. C'est bien joli de baisser les impôts, mais si on s'endette de l'autre côté, c'est des impôts futurs. Ah, ça, donc, clair, oui. À un moment ou à un autre, il va être obligé de recoller des impôts encore plus forts que ce qu'il y avait avant, tout simplement parce que la dette a explosé pendant ce temps-là. Et donc, c'est un peu, je trouve, encore une fois, c'est de la com, hein, mais c'est purement de la com, parce que malheureusement, de l'autre côté, on sait très bien que les entreprises, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne rapatrient pas tout leur argent, etc., parce qu'elles le savent très bien, au final, ce qui va se passer. Elles savent très bien que là, on baisse les impôts, en fait, pour attirer le pigeon, celui qui va rentrer en disant, bah, finalement, c'est pas cher de payer des impôts aux États-Unis, donc je rapatrie mes capitaux, et derrière, on va lui taper sur la tête, parce qu'il n'aura pas le choix, parce que la dette, c'est de l'impôt futur. Donc, à un moment, il va être obligé de remonter les impôts sur les entreprises ou sur les privés, peu importe. Mais il y en a un qui va prendre.
Alors là, je suis d'accord. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes sont d'accord, puisqu'on voit le taux d'épargne qui remonte aux États-Unis, ce que les économistes appellent les mécanismes d'équivalence ricardienne. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un certain seuil de dette, vous créez un mécanisme anxiogène dans la société, et la société se protège contre cet impôt qu'elle anticipe, contre les baisses brutales de dépenses publiques qu'elle anticipe, en mettant de l'argent de côté. On voit apparaître ça aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'effectivement, il a essayé de combiner des baisses d'impôts pour les ménages, parce que c'est eux qui votent. Les entreprises, ça ne vote pas. C'est un mode d'organisation. Ça ne vote qu'indirectement au travers des ménages qui ont un emploi. Mais les entreprises, ça ne vote pas. Alors que les ménages, ça vote direct. Donc, il a essayé de combiner ça en disant, je baisse sur les ménages, je baisse sur les entreprises pour avoir de la croissance. Je pense que la bonne solution aurait été de moins baisser, mais de concentrer la baisse, effectivement, sur les entreprises. Et on revient, encore une fois, à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire, et notamment en France. En France, on est dans une situation totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est en train de vouloir baisser les impôts sur les ménages sans résoudre le problème des entreprises dans une phase où on manque d'investissement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup ? Il faudrait, à mon avis, c'est l'OCDE qui raconte ça, et donc il y a 233 impôts sur les entreprises. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises paient 233 impôts, ça veut dire qu'il y a 233 prélèvements que est susceptible d'avoir à payer une entreprise. Et on vient encore d'en rajouter un au travers de la prise en charge, alors je ne sais pas comment ça va se concrétiser, mais des bicyclettes par les entreprises. C'est-à-dire, si vous venez à votre entreprise à vélo, vous allez avoir un prélèvement qui va assurer. Et donc, je pense qu'il aurait fallu considérablement simplifier la fiscalité des entreprises et la mettre justement en conformité avec l'évolution du cycle. C'est-à-dire faire en sorte que dans les périodes de récession, les entreprises n'aient pas beaucoup à payer d'impôts. En revanche, dans les périodes où elles sont plutôt assez portées par la dynamique économique, qu'on puisse leur demander de contribuer à l'effort commun. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on met en place. C'est-à-dire qu'on continue à garder les 233. Vous avez un rapport qui vient d'être publié là, par le Centre d'analyse économique sur ce qu'on appelle les impôts de production, les impôts que vous payez indépendamment de ce que vous gagnez, et qui dit, écoutez, on est arrivé à plus de 100 milliards d'euros, c'est totalement aberrant. Jean-Marc Daniel, je voudrais qu'on s'intéresse à une citation, celle de Stéphane Kreuzkamp, qui est directeur des investissements pour la société de gestion allemande DWS. Alors, quand il parle d'une éventuelle future crise, il dit « La prochaine crise sera probablement moins violente que la précédente parce que le monde est dans une meilleure situation qu'il ne l'était en 2008 pour plusieurs raisons. Premièrement, les banques ont fait leur devoir et le potentiel de contagion au niveau mondial n'existe plus. Deuxièmement, les banques centrales ont mis en place des outils dont elles ne disposaient pas en 2008. Est-ce que le potentiel de contagion au niveau mondial n'existe pas ? Je pense qu'Olivier n'est pas d'accord avec ça. Urgemment, il devrait changer de métier. Alors, je pense par rapport à cette assertion, je pense d'abord que les banques, effectivement, ne sont pas en aussi bonne santé qu'elles devraient l'être, et ne serait-ce que parce que... C'est-à-dire qu'on n'a pas retenu les leçons... Oui, et puis elles sont les victimes indirectes de la politique monétaire. Si vous faites baisser les taux, c'est pour faire en sorte que la dette publique coûte pas trop cher, mais de notre côté, vous avez en face des gens qui gagnent de l'argent au travers des taux, et eux, ils ne peuvent plus gagner d'argent. Ils sont dans une situation où, effectivement, ils sont coincés par le fait que leurs produits ne rapportent plus autant. Et donc, ils s'engagent soit dans des investissements dangereux, soit ils se retournent contre le client. Maintenant, une banque, dès que vous rentrez dans une banque, il faut payer quelque chose. Le moindre geste que vous avez à faire avec votre banque va vous être facturé. Le deuxième élément dans ce qu'il raconte, c'est que je pense que les banques centrales, et là, non plus, en fait si vous avez compris ce que j'ai dit, voilà, ils sont dans une phase de désarroi. En revanche, là où je pense qu'il y a un élément positif, et je maintiens, c'est le prix du pétrole. Les 93, ça avait été associé assez souvent à la guerre du Golfe, à la crise entre l'Irak, le Koweït et tout ça. En fait, c'était le retournement cyclique. Mais le prix du pétrole avait aggravé la situation. Et 2008-2009, et il y avait à l'époque des gens qui nous annonçaient qu'on monterait à $200 le baril. Dans un contexte où le premier producteur mondial de pétrole maintenant, ce sont les États-Unis. Et le deuxième, ça devrait être cette année, le Canada. C'est-à-dire que le prix du pétrole est aussi déterminé par des gens qui sont dans ce bloc d'économie moderne développée. La dernière remarque que je ferai, c'est qu'en 2007-2008, la Chine avait des réserves de croissance. La Chine dégageait un excédent extérieur considérable, 10% du PIB. Cette année, la Chine va emprunter. C'est-à-dire va être un emprunteur net sur les marchés à hauteur de 40 à 50 milliards de dollars. Et donc, la locomotive chinoise va devenir plutôt un wagon qui freine. Olivier ? Alors sur le pétrole, le problème, c'est qu'on peut évidemment pas faire beaucoup de prévisions pour la bonne et simple raison que si ça suit justement la récession qui est en train de se dérouler, le prix du pétrole baissera.
On pourrait le retrouver facilement en dessous de $30 le baril et ça serait pas étonnant en fonction du cycle. La demande baisse, donc à ce moment-là, les marchés le prennent en compte, quelle que soit l'offre d'ailleurs, peu importe, et le pétrole baisse. Mais en revanche, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique entre les États-Unis, l'Iran, etc., si jamais il y a un pépin, un gros pépin, et bien là, vous pouvez retrouver le prix du pétrole à $200 le baril. Hein, un bateau qui coule dans le détroit d'Ormuz, par exemple, ce genre de plaisanterie, ça peut aller loin. Et à ce moment-là, vous avez d'une part les pays qui sont rentrés en récession, d'autre part un pétrole qui flambe, peu importe qu'il soit à 100 ou à 150 ou à 200. Mais s'il y reste un petit peu, là, ça va aggraver énormément la situation. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'être venu sur le plateau de C'est Cash. Et je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. C'est l'heure du débrief des commentaires. Olivier, la semaine dernière, dans C'est Cash, il était question de l'Italie, de son budget et de ses mini-bots. Voici les commentaires qui nous ont interpellés. Celui de Vlad Ionescu. En quoi la sortie de l'Italie de la zone euro serait-elle problématique ? Pour l'euro, il y a bien 15 autres pays de l'UE qui ne sont pas dans l'euro et cela ne semble pas pénaliser l'euro. Ces pays sont tenus de respecter le pacte de conversion monétaire UE par le traité d'adhésion. Dans quelle logique l'Italie serait traitée défavorablement par rapport aux pays scandinaves, baltes, des Balkans, du centre et du sud? Ce n'est pas une question d'être traité défavorablement. C'est la troisième économie européenne, l'Italie. Vous sortez, quand vous êtes le troisième pays, ça va forcément faire des vagues, ça va affaiblir l'euro. Vous allez vous retrouver avec une Italie qui est directement en concurrence frontale avec la France, parce qu'on est sur les mêmes secteurs, si vous voulez, qui, elle, va avoir une monnaie qui va se déprécier par rapport à l'euro. Et de l'autre côté, vous pensez que la France va continuer longtemps dans l'euro. Non, vous avez un certain nombre de pays qui vont en profiter pour sortir. Et, parce qu'ils vont voir que ça marche mieux quand on est dehors. Et donc l'euro éclatera à ce moment-là. Alors on passe au commentaire de Lionel Houdelier. 50 milliards, c'est déjà de l'injection dans la mesure où cela remplace 50 milliards de dettes en euros qui auraient pu ou dû être contractées pour le même job. Eh non, pas de bol. Non, en fait, ça n'est pas de l'injection à 50 milliards pour la bonne et simple raison que c'est une créance que l'État italien avait envers les entreprises italiennes, notamment des entreprises de travaux publics et autres. Donc l'État leur devait 50 milliards et évidemment, ces entreprises ne payaient pas leurs impôts puisqu'ils n'étaient pas payés par l'État. Et donc, c'est un jeu à somme nulle. L'Italie, le gouvernement italien va récupérer 50 milliards et il va payer 50 milliards. En gros, c'est juste un système de compensation. Et si ça reste à 50 milliards, ça sera un système de compensation. Si on va au-delà, puisqu'on parlait de 100 milliards, eh bien, à ce moment-là, pour le coup, vous avez quand même le début d'une monnaie. Merci Olivier, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que pour voir ou revoir notre numéro consacré à l'Italie, ça se passe sur notre site internet rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à ce numéro sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Olivier, un dernier mot. Attention, la prochaine va être extrêmement violente.